Minute ma belle. Bonjour Ariane. Bonjour. Ascaride. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes chez vous, dans votre jardin, à Montreuil. Et c'est très joli. Merci. Une petite maison. Pourquoi vous avez choisi cet endroit? Oh, il y a très longtemps que j'habite à Montreuil. Hein. Ça fait plus de 30 ans. Okay. Et en fait, j'avais un ami qui habitait quelques maisons à côté. À ce moment-là, j'habitais à Ménilmontant. D'accord. Et le dimanche, on disait « Ah bah tiens, on va à la campagne ». Et on venait le voir, on venait à Montreuil. Voilà. Et puis un jour, il m'a téléphoné en me disant qu'il y avait une maison à vendre à 80 pas de chez lui. Donc j'ai fait les 80 pas, voir si vraiment c'était tout près. Et voilà pourquoi j'ai acheté cette maison. D'abord parce que ça me plaisait bien d'avoir une maison. J'aimais le fait de me retrouver dans ce qu'on appelait une des banlieues de la ceinture rouge, vous voyez, c'est-à-dire vraiment la banlieue très 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 proche de Paris, puisqu'il y avait le métro. Et puis d'avoir une maison avec un jardin, ça me plaisait beaucoup. Là, vous entendez... On entend la sonnerie de l'école et on entend... Alors oui, parce que les écoles... Alors, on est pendant le confinement. Oui, absolument. Pendant le deuxième confinement. Ça ne va pas durer, profitons-en. Pendant le deuxième confinement, nous sommes... les enfants ont le droit d'aller à l'école, donc on peut entendre les bruits des enfants et on peut aussi entendre des gens qui font des travaux pas très loin. Parce que les enfants ont le droit d'aller à l'école et les gens ont le droit de faire des travaux. Ah ouais, les gens du BTP ont le droit de travailler. Moi, je n'ai plus le droit de travailler, par contre. Mais les acteurs ont le droit de tourner. De tourner, mais je n'ai plus le droit de jouer au théâtre. Or, j'étais en train de jouer au théâtre et donc mon spectacle s'est arrêté. Alors, racontez-moi comment ça s'appelait. Alors, c'est un spectacle, c'est une pièce de Simon Abkarian qui s'appelle Le Dernier jour du jeûne, que nous jouions au Théâtre de Paris. C'est une reprise. C'est un spectacle... que j'adore faire parce qu'en plus on est une bande qui s'entend extrêmement bien. C'est un spectacle qui marchait très bien. Nous étions complets le week-end dernier et nous n'avons pas pu jouer. Voilà. Donc c'est une frustration absolument épouvantable. Et c'est aussi... alors je ne suis pas du tout débile, hein, je ne suis pas du tout irresponsable. Je sais qu'il y a une pandémie, je sais qu'il y a un virus qui court, je sais toutes ces choses-là. Je sais aussi que les théâtres avaient mis en place des consignes sanitaires absolument incroyables qui ont fait qu'il n'y a jamais eu le moindre foyer épidémique dans un théâtre et que le public était absolument génial parce qu'il respectait ces consignes d'une manière impressionnante et que c'était aussi le moyen d'un coup comme ça d'être en contact avec les gens. Et je pense pas, et pourtant ça fait longtemps que je fais ce métier, je ne pense pas avoir vécu une osmose aussi incroyable au théâtre entre des spectateurs et des acteurs. C'était absolument magnifique. Ça a duré combien de temps? Ça n'a pas duré longtemps. Hein. On a joué, on était dans la 3e semaine et puis plouf, voilà. D'accord. Donc frustration. Comment on fait alors pour pallier à cette frustration, continuer, accrocher? Comment on fait? Je dois vous dire que là, le confinement a démarré depuis peu de temps et pour l'instant, je cherche. C'est-à-dire que le premier confinement, j'ai écrit, j'ai fait un livre qui sortira au mois de janvier. J'ai fait de la peinture et là, je ne sais pas si j'ai envie de faire bis repetita. Ouais. Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, je cherche comment arriver à occuper mon temps. En plus, si vous voulez, je ne sais absolument pas combien de temps on va rester enfermé. Tout est tellement embrouillé, je ne comprends rien. Il y a des gens qui sortent, les gens vont travailler, les enfants vont à l'école. Et en fait, c'est terrible parce que c'est un peu Orwell, quoi. On se lève, on va travailler et puis on rentre à la maison. Et puis c'est fini. Moi, je ne vais même pas travailler parce que moi, je fais un métier qui a à voir avec la culture. La culture, c'est ce qui crée le lien entre les gens. Et le lien entre les gens est en train de disparaître, j'espère momentanément. Mais de fait, c'est ce qui se passe, quoi. Pour l'instant, on ne peut voir que des gens soit sur un écran, c'est-à-dire on voit que des gens plats. Voilà, il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'incarnation, il n'y a plus rien. Le spectacle vivant, je ne parle pas simplement du théâtre, je parle de la musique, je parle de la danse. Bon, c'est le fait de la rencontre entre des gens de chair et d'os qui sont les uns sur un plateau, les autres qui sont venus s'asseoir dans une salle. C'est ça. Donc c'est très compliqué. Très, très compliqué. Puis vous savez, comment vous dire, c'est pas...
Enfin, j'ai un peu tendance à dire que ce n'est pas simplement un métier qu'on fait. C'est aussi une manière, notre manière d'appréhender le monde, c'est notre manière d'appréhender la réalité, de vivre notre temps de vie. On fait énormément de sacrifices pour faire ce métier-là. C'est difficile, c'est un métier très très difficile. C'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'obstination, des fois qui ne répond pas à ce que vous aviez rêvé. Donc j'allais presque dire, c'est un sacerdoce, c'est un peu beaucoup, mais il y a, voilà, on y met énormément de nous-mêmes, quoi. Alors le lien. Le lien, là, je vais vous dire, en ce moment, il en prend un coup, quoi, parce que déjà, on a mal fou à avoir du lien avec sa propre famille, c'est compliqué. Bon, moi, j'ai un mari qui est très loin, qui a la chance de pouvoir tourner sur un autre continent où là, c'est permis. Tant mieux, je suis contente. En France, c'est permis. Les tournages sont permis. Les tournages sont permis, mais là-bas, en Afrique, si vous voulez, il y a très peu de cas de contamination. Donc, on travaille, je pense, d'une manière un peu plus détendue. Ici, on tourne, bien sûr, on tourne. Et tant mieux. Oui. Et tant mieux. Je suis très heureuse pour ceux qui tournent. Mais on tourne un peu avec le ventre noué quand même, hein, parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui a un cas contact ou qui est Covid. Voilà, mais j'espère qu'on va pouvoir continuer à tourner le plus longtemps possible. Bien sûr. Il ne faut pas que ça s'arrête. Comment vous gardez le lien dans ce deuxième confinement? Vous n'allez pas chercher à créer un lien autre, différent, reprendre le lien? C'est marrant que vous me posiez cette question parce que effectivement c'était ma discussion d'hier soir avec mes enfants. J'ai la chance d'avoir mes enfants avec moi. C'est ça que je cherche. Alors, je ne sais pas comment, mais si c'est par YouTube ou si c'est... Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Ce qui m'ennuie toujours quand même un peu, si vous voulez, c'est que je vais être toute seule. Moi, mon métier, j'aime le faire avec d'autres. Bien sûr. Si on se met tous à travailler tout seul dans notre coin, le lien, il est juste virtuel, quoi. Ce qui se passe pendant des répétitions, même des fois des engueulades ou des moments de perdition parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'on veut faire, c'est ça qui est absolument génial. C'est Peter Brook qui disait les répétitions, c'est comme une exploration. On part dans un pays qu'on ne connaît pas et puis les représentations, on vient raconter l'exploration qu'on a fait. On vient raconter à des gens qui viennent écouter cette exploration, quoi. Donc, pour l'instant, je suis vraiment très embêtée parce que ça s'appelle spectacle vivant. Et là, ce qu'on vit, c'est pas de la vie, c'est de la survie. Donc, je vous avoue, je suis un peu perdue et aussi un peu fatiguée, quoi. Un peu fatiguée. Je baisse pas les bras, j'ai une résistance à toute épreuve, je crois. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé le truc. Vous voyez, à un moment donné, je me disais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas jouer dans le théâtre vide et on mettrait des caméras et puis les gens, on inventerait un site, on créerait un site et puis les gens, ils se mettraient sur ce site et ils regarderaient tous les soirs le spectacle comme s'ils venaient au théâtre. Mais n'empêche que ce ne sera pas la même chose. Parce que ce qui est important, c'est d'être ensemble dans une salle de théâtre. Que les gens ressentent des émotions, des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui sont anonymes, qui viennent, qui prennent rendez-vous avec un spectacle un soir, ils achètent des billets, ils viennent, ils ne se connaissent pas et en même temps ils vont vivre une émotion ensemble. C'est ça le spectacle vivant et c'est ce lien-là qui fait que peut-être après des gens se croiseront en disant « Ah, tu as vu ce spectacle? Ah ben moi aussi je l'ai vu, c'était génial » ou « Je n'ai pas aimé » et du coup l'échange se fera. Le lien, il est comme ça. Le lien, lire des livres, c'est aussi un lien, c'est fondamental. Fermer les librairies, c'est dingo. Vous voyez, je suis un peu dans le désert, quoi. Ouais. J'ai un peu la sensation d'être dans le désert. Oui, oui. Moi, je viens de traverser Paris. C'était la traversée de Paris. C'était le désert aussi. C'était très bizarre. Alors, j'ai entendu, en fait, votre chronique chez... mon ami Augustin Boomerang, ouais. Et j'étais en train de courir dans le parc Monceau, puisqu'on a encore le droit de courir dans un parc. Et ça m'a émue aux larmes parce que c'était très juste ce mot culture qui a été oublié. Vous savez, un pays ne peut pas exister sans sa culture. Et quand je dis ne peut pas exister, c'est vraiment pas exister. C'est-à-dire ne pas avoir d'existence. La culture, c'est ce qui vous ouvre l'esprit. La culture, c'est le fait d'apprendre des choses
qui se sont passées avant vous, ou peut-être des choses sur lesquelles quelqu'un a réfléchi au même moment historique que vous, et cette personne vous donne un point de vue. C'est ça, c'est-à-dire c'est pouvoir être confronté à des propositions de penser le monde. Et de se dire, est-ce que moi, je suis dans cette proposition-là ou est-ce que je n'y suis pas? Et d'avoir du débat. Et c'est là que le lien se fait. Si on ne donne plus accès à la culture, et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que dans les écoles, on devrait mettre l'enseignement culturel au même niveau que les mathématiques ou que le français. Le français, par exemple, oui, on va vous parler de certains auteurs, mais on va en parler comme ça. Mais si, par exemple, dans un cours de français, vous entendez parler de Racine, et qu'à côté de ça, il y a un cours de théâtre, où d'un coup, on vous fait essayer une scène de Racine, et que vous ayez des émotions en essayant cette scène de Racine, et que vous vous confrontiez à cette espèce de chose qui vous traverse, à des sentiments que va vous donner un texte, c'est ça qui fait changer les choses. Comment je peux vous dire? Je vais vous donner un autre exemple. Moi, je suis marraine d'une association qui s'appelle le Rire Médecin. Ce sont des clowns qui vont dans les services de pédiatrie de tous les hôpitaux de France. Et tous les médecins vous diront qu'ils ont besoin aujourd'hui des clowns médecins. Parce que quand vous rentrez dans un service de pédiatrie, la plupart du temps, c'est toujours un peu angoissant. Enfin, c'est lourd, ça vous pèse. Et d'un coup, eux, ils entrent. Et le fait d'entrer et de faire les clowns et de chanter des chansons fait que les enfants, d'un coup, oublient un temps court, mais n'empêche, oublient leur maladie. Et ça fait aussi que le personnel soignant, d'un coup, se retrouve dans un état de légèreté qui fait que la communication avec les enfants malades se fait beaucoup mieux. C'est ça la culture. C'est vraiment ça. Donc on ne peut pas, quand on fait un discours comme ça, on ne peut pas ne pas la citer. D'autant plus que je pense que le président de la République, c'est un homme qui aime la culture. Tant que je me souvienne, quand il était petit, il avait fait du théâtre. Oui, oui. Donc si vous voulez, c'est étrange. En fait, c'est la question des commerces essentiels, en fait, des choses mais nous essentielles. Sommes essentiels. Et c'est ça, en fait, la question de l'essentiel. La culture est essentielle aussi bien que boire et manger. Je suis d'accord avec vous. Enfin, c'est essentiel de lire. C'est essentiel de lire, c'est essentiel d'écouter de la musique. Mais c'est essentiel de voir les gens qu'on aime. C'est essentiel de voir les gens qu'on aime. C'est essentiel d'apprendre une langue qu'on ne connaît pas. C'est essentiel dans une école qu'un enfant entende parler une autre langue et se dise « Ah mais non, ils ne se disent pas « Ah ben non, mais attends, il faut parler français, c'est tout. » Non, pose-toi la question. Et je pense qu'il faut donner la possibilité à l'intérieur de l'enseignement d'avoir des temps comme ça où les enfants eux-mêmes, qui sont d'origine culturelle différente, peuvent raconter ce qui se passe à la maison. Parce qu'à ce moment-là, on se comprend mieux. Parce que ça peut passer par la cuisine, parce que ça peut passer par des contes, parce que ça peut passer par plein de choses. Et c'est comme ça qu'on fait le lien. Et donc l'autre n'est plus l'étranger. L'autre n'est plus celui qui ne rentre pas dans la case. Mais d'ailleurs, quelle case? Quelle case? Qu'est-ce que c'est? En fait, vous savez, si on bannit la culture, il n'y a plus d'humanité. Il n'y a que de l'inhumanité. Et l'inhumanité, c'est extrêmement dangereux. Or, nous vivons dans un pays qui s'appelle l'Europe. Europe, dans la mythologie grecque, elle existait. C'est ça qu'il faut se dire. Et la mythologie grecque, c'est le berceau de la culture du continent dans lequel nous vivons. Depuis toujours, la culture est là. Quand il y avait les tragédies grecques, les gens venaient et on leur jouait des spectacles et il y avait ce phénomène de catharsis qui faisait qu'il n'y avait pas de mouvements intempestifs à l'intérieur de la société. Nous sommes essentiels. La culture, c'est ce qui vous donne de l'humanité. Vous enlevez la culture, vous laissez la place à l'inhumanité. Tant que nous ne mettrons pas dans notre société la culture à la place où elle doit être, eh bien, il y aura toujours des problèmes. Nous ne sommes pas des... Et même si nous étions... Enfin, c'est ce que je disais dans ma lettre. Les rois ont toujours eu besoin d'un fou, d'un trublion. Parce que le fou, il pointe des choses. Ouais. Il les pointe, quitte à se faire taper dessus, mais il pointe des choses. Et il vous oblige à réfléchir. Pour ou contre, mais il vous oblige à réfléchir. Nous ne sommes pas que du divertissement. Un artiste, un créateur, c'est quelqu'un qui est juste un pas avant les autres.
c'est Mao Zedong qui disait ça. Et c'est pas faux. Par exemple, si on voit le dernier jour du jeûne de Simon Abkarian et la pièce d'après qu'on jouait et qui s'appelle L'envol des cigognes, on serait très très étonnés parce que c'est une pièce sur la guerre. Et en ce moment, je me dis qu'on devrait jouer L'envol des cigognes parce que Simon, je sais pas, il y a 5 ans, il a écrit un truc qui est complètement d'actualité. Complètement d'actualité, il n'y a pas une virgule à enlever. Et ça ne parle que de ça, que de la perte de l'humanité. Et moi, je me battrai jusqu'à la fin de ma vie pour qu'il y ait de l'humanité. Se battre. Comment on fait aujourd'hui pour se battre pendant un confinement? Ben, moi, il me reste ça, ma bouche, et je l'ouvre et je parle. Des fois, je suppose qu'il y a des gens qui disent que je parle trop. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais je ne me tairai pas. Si je me tais, je meurs. Et je n'ai qu'une vie, je n'en ai qu'une. Est-ce que je dois la subir ou est-ce que je dois essayer de la construire? Et peut-être en la construisant, si je peux, comme me disait un de mes professeurs du conservatoire, aider le japonais du 5e rang, c'est-à-dire le spectateur idéal, car il y a toujours un spectateur idéal dans la salle qui comprend tout. Tout ce que vous avez voulu faire, il l'a compris. Et bien, si je peux aider celui-là, c'est déjà très bien. Et puis peut-être que celui-là, il va parler à quelqu'un d'autre. Enfin, il faut essayer de faire boule de neige. Pour l'instant, je ne vois que ça, puisque je ne peux pas me servir de mon lieu de travail. Actuellement, qui est un théâtre, quand je vais tourner, là, ben voilà, je m'en servirai. Et je vais essayer de faire mon métier le mieux du monde. Mais on tourne, mais les cinémas sont fermés. Vous comprenez? Oui, j'ai l'impression que les gens ont une espèce de... Alors, il y a le masque et la bannière, le truc. Quand je suis traversée Paris, j'avais l'impression qu'il y avait un cri retenu. Mais bien sûr qu'il y a un cri retenu, parce que si vous voulez... C'était étouffé, en fait. On nous entretient dans une espèce d'anxiété. C'est peut-être moi, hein, c'était mon cri qui était retenu. Mais j'avais peut-être envie de... On nous entretient dans une espèce d'anxiété épouvantable. Bah oui, c'est terrible. C'est complètement anxiogène. Là, on est arrivé à un niveau d'anxiété. Simplement, il faut toujours se méfier. Parce qu'à un moment donné, quand on va très haut là-dedans, ouais. D'un coup, quand les gens vont commencer à avoir faim, parce que c'est comme ça que ça va se poser, ouais. Et ils vont avoir faim aussi spirituellement, ouais. Ils peuvent se dire, je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais je dis ils peuvent se dire, j'en ai rien à faire, je vais tomber malade, mais moi il faut que j'aille respirer. Ce que les fois où on a joué au Théâtre de Paris, c'est la phrase qui est revenue tout le temps. Ouais. On a respiré pendant 2 heures. Ouais. Parce que nous sommes tous avec le diaphragme qui est remonté jusqu'à la hauteur des amygdales et on ne respire pas. Non. Mais oui, mais à un moment donné, les gens ne peuvent pas supporter de rester étouffés. Bah oui. Donc je ne sais pas, moi je ne sais pas. Et je pense, sincèrement, qu'au gouvernement, de toute façon, ils sont... Enfin, je l'espère, ils sont inquiets de ça. Je l'espère qu'ils sont inquiets de ça. Oui, j'espère aussi. Parce que sinon, ça peut partir, ça peut exploser et je ne sais pas comment ça explosera. Ouais. C'est ça qui est dangereux. Oui, je suis d'accord. Bon, on va peut-être passer à des choses peut-être plus légères. Qui sait? Parce que qu'est-ce qu'il est un sac? C'est pas toujours léger un sac d'une femme. Non. Alors moi j'ai un grand sac. Alors vous avez choisi ce sac. Oui, c'est un pas par hasard. Que m'a fait cadeau une amie. Et c'est un sac. Elle m'a dit, c'est du vrai serpent. Alors, voilà, c'est un sac en serpent, comme la femme et le serpent. C'est toute une histoire qui remonte à très longtemps. Qui est doublé de cuir rose. Donc mon sac, il est noir et il est doublé de cuir rose. C'est joli. Alors, dedans... C'est quoi comme marque, on peut savoir? C'est pas une marque, c'est elle qui l'a fait. C'est qui ça, vous m'avez dit? C'est une amie à moi qui a fait ce sac. D'accord. Elle s'appelle Maral. Et elle fait des sacs Oh, elle fait plein de choses. Elle fait plein de choses. Elle fait des sacs. D'accord. Donc, vous l'avez rencontrée comment, Maral? En fait, Maral, c'est la sœur de Simon Abkarian. Ah, d'accord. Et c'est une personne... extraordinaire. D'accord. C'est comme Phèdre. Ouais, mais c'est Phèdre quand vous la voyez. C'est Phèdre ou Andromaque. Elle a quelque chose de complètement antique en elle et c'est quelqu'un d'extraordinaire. D'accord. Donc dedans, il y a un livre qui s'appelle Betty, qui est un livre formidable de Tiffany McDaniel. Il y a toujours un livre dans mon sac. Ok. Je me Qu'est-ce que vous pouvez me parler de ce livre? Vous pouvez me Alors, montrer c'est un comme ça? livre. Alors voilà.
Voilà. Voilà. Betty. Ça parle de de quoi? Tiffany McDaniel. Ah, c'est l'histoire, ça se passe dans les années 50 aux États-Unis. Et c'est l'histoire d'une famille assez terrible. Le père est indien, la mère est blanche. Et il y a plein d'enfants. Ce sont des gens, comment on peut dire, oui, très pauvres. Et c'est l'histoire de cette famille. Et c'est elle, cette Betty, qui est métisse donc. Et c'est celle de la famille qui ressemble plus à une indienne. D'accord. Et donc la vie n'est pas simple du tout pour elle. Mais en dehors de son aspect physique, qui est l'aspect physique d'une jeune Cherokee, elle a donc un père Cherokee. C'est très très beau parce que la manière dont son père parle est un langage complètement poétique de la poésie indienne. Le rapport à la nature, comment son père raconte la nature, les comportements qu'il a, les choses qu'il fait. Elle a une mère qui, elle, est ce qu'on peut appeler... il y en a toujours encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous savez, nous sommes le jour de l'élection aux États-Unis, l'élection présidentielle. Et j'ai vu des reportages de femmes au fin fond des États-Unis qui me désespèrent parce que j'ai l'impression que ça n'a pas du tout bougé dans les comportements, dans les mentalités. C'est-à-dire, et encore une fois, c'est une histoire d'ignorance. D'accord. De pauvreté. La pauvreté entraîne souvent l'ignorance. Et donc, elle a une mère comme ça qui elle-même a été extrêmement, je vais dire, brutalisée dans son enfance par un père qui est un monstre. Ouais. On ne peut pas dire autre chose, mais qui est un monstre de bêtises. Et elle a des sœurs, elle a des frères. Et elle raconte cette famille, elle raconte le fait qu'aller à l'école pour elle c'est compliqué parce que tout le monde la traite d'indienne, tout le monde lui crache dessus. Elle raconte à côté de ça que quand elle rentre dans leur maison dans laquelle personne ne voulait habiter, on dit que c'est une maison maudite, il se passe des choses. Elle raconte son rapport à la terre, comment son père lui apprend les arbres, les feuilles, le sol, la terre, comment on enfouit des choses dans la terre. Tous ces rituels indiens, toute cette culture qu'on connaît si mal d'ailleurs, et qui est enfin c'est moi je enfin comment on dit Vous recommandez? Voilà, merci. Je recommande ce livre à tous les écologistes. Vraiment, je recommande ce livre à tous les écologistes. Et puis c'est l'histoire d'une enfant quoi, d'une enfant avec une maturité incroyable. Et qui écrit. D'accord. Elle écrit. Il y a un endroit dans la maison qu'elle a appelé le bout du monde, où elle va, elle s'assoit et elle écrit. C'est ça qui est raconté, c'est-à-dire c'est comme une espèce de journal intime de cette Betty qui raconte tout ce qui se passe. Et en même temps, c'est un portrait de l'Amérique dans les années 50, au Kentucky. Voilà. Enfin, en même temps, ils ont beaucoup voyagé. Hein. C'est une famille, on les fout dehors, donc ils changent d'état souvent. Voilà, là, ils sont dans cette maison. Bon, alors ça, c'est la première chose qui est dans mon sexe. Ça, c'est la deuxième chose parce que c'est mon calepin, parce que je suis désolée, je continue à avoir un calepin, moi. Il est très... Il est énorme. Oui, il est énorme. Il est énorme et sans mon calepin, je ne sais pas vivre parce que j'ai pas de mémoire, je donne des rendez-vous, si je les note pas immédiatement, je me rappelle pas. Et là, je crois pas qu'il y en ait, mais des fois, je colle des... non, mais là, je les ai enlevés, mais je colle des fleurs de mon jardin. Voilà. Il y a... qu'est-ce qu'il y a? Il y a... voilà, il y a des pages où il n'y a rien. J'ai une photo. Voilà, j'ai une photo avec ma mère qui est décédée, qui est morte depuis un moment. D'accord. Voilà. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Henriette. D'accord. Et j'aime beaucoup cette photo parce que ma mère détestait se prendre en photo, donc se faire prendre en photo, donc elle faisait toujours la gueule. Et bon, donc vous avez d'autres photos? J'ai une photo de mes filles, mais il y a un moment. D'accord. Elles ont quel âge vos filles? Elles sont grandes, mes filles. J'ai une fille qui a 37 ans, j'ai une fille qui a 31 ans. D'accord. Après, j'ai des tas de cartes de visite qui m'ont été données. Vous savez, quand vous allez dans des festivals internationaux, les gens vous parlent et puis ils vous donnent toujours une carte de visite. Je la prends. et là, toutes les cartes de visite, je ne sais plus du tout qui c'est. Enfin, il y a des gens...
de Yerevan, il y a des gens, où c'est ça? D'Alicante, il y a des gens du Portugal, il y a des gens de Madrid. Je sais pas, je les garde, je sais pas pourquoi je les garde. Ça c'est de Turquie, voilà. Et puis il y a des petites photos matons de mes enfants. La première phrase de mon agenda. Le sage saura demeurer un enfant tout au long de sa vie. Il n'oubliera pas que les réponses, quand elles sont seules, dessèchent le sol et le souffle. Le savoir est une arme pour le pouvoir, pour les puissants, et il n'est rien que le sage méprise autant que les armes. Son désir d'aimer plus d'hommes encore qu'il n'en connaît ne le fait pas rougir, et jamais il ne s'isolera orgueilleusement des autres sous prétexte qu'il ne sait rien d'eux. Elias Canetti. La dernière phrase, je pense que je ne sais pas du tout ce que c'est, parce que alors là, la dernière phrase, ah bah voilà, gâteau de riz pour 8 personnes. 1,5 litre de lait entier, voilà, c'est ça. Je ne suis pas une grande fan de cuisine, j'aime bien de temps en temps faire la cuisine, je suis d'origine italienne, donc je sais bien faire les pâtes. Et la pâtisserie, c'est vraiment, je crois que c'est dans des moments de désœuvrement que je vais en faire. On pourrait se faire maintenant, quoi. Ouais. Mais je n'ai pas d'orgueil à être une grande cuisinière. Je respecte tout à fait, hein. Je pense que c'est important la cuisine, c'est très très important. En parlant de lien, vous voyez là, oui. Le lien il est extrêmement important. Ouais. Manger ensemble, même ça on ne peut plus le faire. Manger ensemble, manger avec des amis, inviter des amis à manger, on ne peut pas le faire. Et il y a beaucoup de choses qui se passent pendant un repas. C'est ouais. Très important. Très très important. On se découvre pendant un repas. On invite des gens qu'on connaît un tout petit peu comme ça, puis on va passer un repas avec eux, et puis d'un coup ils vont commencer à dire quelque chose et on se dit ah tiens, j'aurais jamais imaginé. Et voilà, c'est ça qui est bien. Après qu'est-ce que j'ai? Oh, pas tant de choses que ça. C'est des masques et là du gel. Donc vous voyez que je suis une fille tout à fait responsable. Je prends ça très au sérieux. Oui, j'ai des amis qui ont été touchés, mais maintenant ça devient rare qu'on n'ait pas des amis qui étaient touchés. Je pense beaucoup au personnel hospitalier, aux médecins, aux infirmières et aux infirmiers, à toutes ces personnes. Moi, je sais des médecins qui, pendant le premier confinement, ont perdu 10 kilos à force de travailler comme des fous, et des infirmiers, et le personnel soignant aussi, quoi. Donc, si vous voulez, j'aimerais bien, mais vraiment, j'aurais beaucoup aimé qu'on reconsidère vraiment ces métiers. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve coincé avec du manque de personnel. Pourquoi il y a du manque de personnel? Parce qu'on n'en peut plus, quand on est infirmière, de donner son temps, ses nuits, et qu'on est payé une misère. Le fait de ne pas être bien payé raconte la non-reconnaissance de votre travail. C'est ça que ça dit. C'est comme les professeurs. Le fait d'avoir de tels salaires fait qu'il y a une reconnaissance moindre que celle qui devrait exister. Je vais être tout à fait sincère, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne dis pas que c'est simple, hein. Je ne voudrais pas être à leur place. Sincèrement, je le dis, je ne voudrais pas être à leur place. Mais je ne comprends pas bien. Là, j'entendais aujourd'hui, au journal, on parle des conseils de sécurité, et puis en plus, ça commence un peu à m'angoisser, vous voyez. Conseil de sécurité, c'est le général en chef des armées, c'est je sais pas, le responsable de la police. J'entends que la ministre des armées, j'entends que des choses comme ça. Puis un ministre de la santé et le conseil de sécurité, on ne peut rien faire contre lui. Il est intouchable. Donc il prend des décisions, comme ça, ils sont 7 ou 8 et ils prennent des décisions pour un peuple entier. Ben moi, ça me fait peur. Voilà, ça me fait juste peur. Parce que je ne sais pas ce qui se raconte. Et en plus, ça a l'air complètement secret. Enfin, vous voyez, il y a un peu... Moi, je suis née dans un pays démocratique. Et je compte mourir dans un pays démocratique. Je ne suis pas en train d'agiter le fanion de « Ah mon Dieu, le fascisme revient ». C'est pas ça. J'espère et je pense que la France est un grand pays
et que nous n'arriverons jamais à ce genre de choses. Mais enfin, on est tellement, en ce moment, c'est tellement secret, je ne comprends rien, je ne sais pas ce qu'on fait, on ne me dit pas clairement les choses. Moi, si vous voulez, si on me dit, écoutez, on confine tout, parce que là, c'est vraiment très, très, très dangereux, et qu'on n'a que cette solution, je ne dis pas que je suis contente. Mais c'est clair, c'est net et c'est précis. Là, on dit, allez travailler. Excusez-moi, quand on va travailler, on se croise. Donc, ça veut dire, continuons à maintenir l'économie, ce que je peux comprendre. Mais enfin, tout ce qui se passe là, c'est 40 ans de gabegie dans la manière dont l'État français a géré et l'éducation nationale et la santé publique. Moi, je pense vraiment ça. Alors, c'est vrai que les gens qui se retrouvent au gouvernement là aujourd'hui, c'est sur eux que ça tombe. Parce qu'il y a cette épidémie et que juste cette épidémie, elle fait ressortir les incohérences de 40 ans de gestion inimaginable. On a fermé un nombre incalculable de lits. On a demandé aux médecins de rentabiliser l'hôpital public. Excusez-moi, c'est ça qu'on a demandé. On l'a reconnu, c'est pas moi qui le dis, c'est que le gouvernement l'a reconnu juste après la fin du premier confinement. On nous dit on va essayer de changer les choses et on se retrouve encore une fois dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on va arracher la peau au personnel soignant pour arriver à nous sortir de ça, pour qu'on y retourne encore une fois après. Parce que moi je pense que ça ne sera jamais fini. Ou là on fait quoi? On nous confine pour nous laisser sortir au début du mois de décembre, ce à quoi je ne crois pas. Pour aller faire les cadeaux de Noël? Pour que l'économie fonctionne? Et nous reconfiner au mois de janvier? Mais moi je vais mourir. Je ne vais pas y arriver. Et j'ai un petit enfant, j'ai un petit-fils qui est tout petit. C'est ça le monde qu'on lui propose? J'ai honte. En fait, j'ai honte. J'ai honte. Voilà. S'il faut que je dise les choses comme elles sont, j'ai honte. Et on me dit tout le temps, ah, mais il y a pire. Mais attends, regarde, c'est pire les autres. Mais moi, on ne m'a jamais appris à l'école, à mon école publique, on ne m'a jamais appris à voir le monde en fonction du nivellement par le bas. On m'a appris à regarder le monde en fonction du nivellement par le haut. Et c'est ça qui me fait peur, vous voyez? On vous dit toujours, mais tu sais, il y a des gens, ils sont dans une situation bien plus grave que toi. Oui, je sais, évidemment. Et alors? Justement, c'est ça qui m'inquiète. Moi, pour l'instant, je peux m'en sortir. Et alors, je vis toute seule? Je ne me pose pas les questions sur les gens qui habitent dans la cité en face de chez moi? Comment ils vivent? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont du travail? Est-ce qu'ils n'ont pas de travail? Combien ils sont dans la même maison? Est-ce qu'ils ont la conscience? Parce que ça s'apprend, les choses s'apprennent. Apprendre, c'est important. Il y a des choses que je sais, je les ai, c'est pas inné, je les ai pas dans ma tête, je ne suis pas un génie. On m'a appris. Donc c'est pour ça que l'école est fondamentale. Il faut donner la possibilité aux pédagogues d'apprendre aux enfants. Et il faut donner aussi à ces enfants l'envie d'apprendre toute leur vie. Parce que le savoir, c'est la liberté. Si on ne redit pas ça, et le savoir, c'est choisir, pouvoir choisir. Faire des études, c'est pouvoir choisir au bout du compte ce qu'on a envie de faire. Ne pas faire des études, ne pas avoir envie d'en faire. On peut ne pas avoir envie d'en faire à un moment donné, mais on a aussi choisi. Mais parce qu'on vous a donné la possibilité de voir si ça vous plaisait. Là, non. Il y a des tas de gens qui font des métiers qu'ils n'ont absolument pas choisi. Mais pas du tout. Et il y a des tas de professeurs qui ont choisi de faire ce métier et on est en train de les dégoûter. Voilà. Bah, je ne suis pas fière. Vous voyez? Pas fière. Alors peut-être que ma génération, elle s'est plantée quelque part. Je suis tout à fait... je veux bien assumer ça. Hein. On s'est peut-être planté, on n'a peut-être pas parlé assez fort, on n'a pas fait peut-être assez de bruit, on ne s'est pas peut-être assez battu. Peut-être, oui. Enfin, pas moi. Non. Alors, Ariane, qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre sac? Alors, après, dans mon sac, j'ai une petite pochette dans laquelle j'ai mon portefeuille, ouais. mon porte-monnaie,
ma carte de TGV, Oui. mon carnet de chèques et encore des masques et un stylo. Et un stylo. Oui, un stylo. Ok. Qu'est-ce que vous avez dans votre portefeuille? J'aimerais bien voir ce qu'il y a. Ah bah il y a Je suis plus, curieuse, hein. il y a plus rien dans mon portefeuille parce que je me suis tout fait voler l'année dernière et j'en suis malade. J'avais plein de photos, des choses et on m'a volé et j'avais tout dans mon portefeuille. Oui. Et on m'a tout volé. On m'a pris mon portefeuille, on m'a volé un bout, enfin le témoignage de mon existence, si vous voulez. Donc voilà, alors j'ai tout fait refaire. Donc ma carte de crédit, mon permis de conduire. Vous aimez les objets? Le cuir, comme ça, Oui, j'aime bien les objets, oui, c'est vrai. Ouais. Ça, j'aime bien les objets. Et ça change beaucoup parce que j'avais ce portefeuille, vous voyez, les petits. Oui. Et j'avais un machin et il était comme ça. D'accord. Pratiquement aussi gros que mon calepin, vous voyez. Ok. Rouge aussi, et qui se dépliait en plusieurs trucs. Et il y avait des photos, il y avait des cartes de visite encore, il y avait, et puis il y avait toutes mes cartes, ma carte vitale, voilà. Et là, j'ai plus rien. Voilà. Donc j'ai décidé que je faisais ça comme ça. Et puis là, j'ai mon porte-monnaie. Ouais, il est joli aussi, votre Il est porte-monnaie. joli. Alors dans mon porte-monnaie, j'ai une petite paire de boucles d'oreilles. Ouais. Quel est votre rapport à l'argent, Ariane? Mon rapport à l'argent, c'est intéressant comme question. En fait, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai de l'argent maintenant. Voilà, je suis quelqu'un qui a de l'argent parce que je fais un travail qui est rémunéré, parce que j'ai la chance d'avoir eu de la reconnaissance et donc mon travail est très bien payé. Mais je suis née dans une famille où il n'y avait pas d'argent. Et je pourrais vous répondre tout de suite, je peux très bien recommencer à vivre sans argent. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que quand on a de l'argent, on prend des habitudes. Alors moi, je fais très attention. Et alors, ce qui me reste du temps où j'avais pas d'argent, parce que ça a quand même duré longtemps, hein, pas simplement dans ma famille. Après, quand j'ai commencé à faire ce métier, j'étais très mal payée. Et j'avais un mari qui faisait des films, on les faisait avec 3 francs 6 sous, parce que pendant longtemps, on ne donnait pas beaucoup d'argent à Robert pour faire ses films. Donc, si vous voulez, il me reste des réflexes de pauvre. C'est-à-dire que je n'ai pas de rêve fou. Je m'en fous complètement d'avoir un manteau en vison, je m'en fous complètement d'avoir des chaussures de marque, je m'en fous complètement de faire des voyages à l'autre bout de la terre. C'est pas quelque chose, comment vous dire, des fois je m'interroge presque sur ça. Oui. Vous voyez? Parce que je n'ai pas ces rêves-là. J'ai pas du tout ces rêves-là. Moi, vous voyez, voilà, on a acheté cette maison, c'est formidable, je suis très contente, j'ai une maison. Pour moi, c'est incroyable. Je vivais dans un appartement qui était en location avec mes parents, on était 5, pas tout le monde avait une chambre. Voilà, moi, mes filles, elles ont eu une chambre chacune. Ce qui, pour certaines familles, est tout à fait normal. Pas pour moi. Oui. Moi, je dis, c'est formidable. Vous habitiez où? J'habitais à Marseille. Quand vous étiez enfant? D'accord. Oui. Donc, dans un appartement. D'accord. Dans un appartement. Mais oui, par exemple. Vous avez un complexe de... Enfin, un syndrome de l'imposteur, enfin, non, je me sens pas. Choses comme ça, non, en je fait, me sens pas. empêchée de. Non, l'argent que j'ai, je l'ai gagné. J'ai travaillé. C'est normal que je l'ai. Non, j'ai pas ça. Hein. Je sais que quand, vous voyez, quand je fais un film comme Marius et Jeannette, je fais revenir énormément d'argent à la production. Ouais. Le film est vendu dans le monde entier. Oui. Donc non, l'argent que j'ai gagné, c'est normal. Non, mais au fond de vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui est empêché par rapport à... Non, c'est plus que... C'est plus que fermé, qui n'est pas ouvert. C'est juste que c'est pas ma culture. Ouais. Mais les voyages Unifrance, vous voyagez beaucoup pour les films. Oui, j'ai fait les voyages avec Unifrance. J'adore ça, ça me plaît. Mais tout. Et après, moi, je vais... D'une façon privée, vous n'allez pas forcément avoir envie d'aller... Au bout du monde, non. D'accord. Non, je vais en Italie. Vous préférez travailler, quoi, en fait? D'abord, la plupart du temps, je travaille. Mais je vais beaucoup en Italie, oui, parce que je suis très attachée à ce pays et que j'ai des amis très chers. Mais une fois, j'ai emmené mes enfants aux Seychelles.
Voilà. Là, je me suis dit, c'était dingo, quoi. On faisait un truc dingo. Et c'était vraiment un truc dingo, d'ailleurs. C'était vachement bien, mais je peux très bien vivre sans aller aux Seychelles. Vous voyez? Ouais. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas du tout ce syndrome-là. Je ne dis pas que c'est bien. Peut-être que d'autres ont besoin de beaucoup voyager. Moi, je respecte ça tout à fait. Mais ma culture, c'est pas tellement celle-là. Voilà, c'est tout. Avoir des sacs qui coûtent la peau du cul. C'est pas votre truc. C'est-à-dire que je comprends pas ce que ça m'apporte, en fait. Vous savez, je ne suis pas dans... J'allais vous dire, je ne suis pas dans la représentation. Or, je ne fais qu'un métier qui est, quand je vais travailler le soir, je vais faire une représentation, d'accord? Ouais. Quand j'étais môme, c'était dur. Des fois, quand j'arrivais au lycée, que j'avais des copines qui avaient des sacs qui étaient le sac à la mode et que moi, c'était pas possible. Ouais, c'était dur, ça. Vous n'avez pas été tentée, justement, après, le jour où vous avez eu un peu de sous, de combler un manque, peut-être, par rapport à des objets ou des sacs, ou je sais pas. Alors, je vais vous dire, quand j'ai commencé à avoir de l'argent, je suis allée faire un truc. Je suis allée chez Agnès B. Ah. Voilà. Voilà. Et depuis, souvent, je m'habille chez Agnès B. Mais après... C'est marrant, on a fait la même chose. Vous voyez. Après, m'acheter des chaussures Louboutin ou des machins comme ça, non, j'en ai rien à faire. D'abord, j'arrive pas à marcher avec. Et non. Et puis, m'acheter des sacs... Par exemple, je fais rire tout le monde parce que... je ne veux pas faire de la pub. Mais moi, je m'habille énormément à Monoprix. Ouais. Parce que d'abord, je trouve qu'il y a des trucs bien. Et voilà, c'est tout. Les signes extérieurs de la richesse ne m'intéressent pas. Ok. Mais pas du tout. Mais absolument pas. Ça ne fait pas partie de ma vie. Okay. Voilà, ça n'existe pas. C'est quoi la richesse pour vous? C'est-à-dire, vous savez, il y a des espèces d'uniformes. Alors, les garçons, ils portent des berloutis en hiver et des tots en été. Ouais. Les filles, elles ont des loups-boutins en soirée et elles ont des sacs Hermès ou je ne sais quoi. Je ne sais même pas parce que je vous assure, je ne sais pas du tout. Ou un Chanel. Aller, par exemple, au défilé des grands créateurs, Chanel, je ne sais pas, autres, enfin, Dior et tout ça, m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Et je vous repose la question. Oui. C'est quoi la richesse pour vous? Les amis. La richesse, c'est mes amis. Oui. J'ai des amis. Ma famille, mes amis. D'accord. C'est ça. Et vraiment, c'est ça. Je vous assure, moi, je suis quelqu'un qui cultive terriblement l'amitié. D'accord. Et qui cultive terriblement et qui est très vigilante à ma famille. Très, très, très vigilante. Vous êtes fidèle en amitié? Je suis fidèle. Oui. Vous avez des amis de longue date? Oh là, oui. Très, très, très longue date. Et puis, même si c'est des amis que je ne vois pas tout le temps, quand j'aime quelqu'un, je l'aime. Oui. C'est tout. Ça part d'où? D'où ça part? Je pense, j'aime parfois les gens pour leur fragilité, pour leur faiblesse. Certains, je les aime pour ça. Et d'autres, je les aime pour leur force de conviction ou leur folie. J'ai pas de... Est-ce qu'il y aurait un lien qui unirait tout? L'honnêteté. L'honnêteté. Être gentilhomme, ou gentille dame, je ne sais pas comment dire. La gentillesse. Voilà. La gentillesse, c'est très très difficile. C'est extrêmement difficile d'être gentil. Gentil au sens presque médiéval du terme. Oui, c'est quoi? C'est-à-dire être honnête homme, c'est-à-dire avoir une belle âme. D'accord. Bon, je crois que j'aime les gens qui ont une belle âme. Oui. Voilà. Marilyn Canto, elle a une belle âme. Marilyn, je sais même pas. Ça se voit tellement. Ça se voit. Tout de suite. Et c'est ça qui est beau. Marilyn, ça se voit immédiatement. Ouais. Ça se voit dans son regard. Je lui ai dit à la fin de l'interview. Ça se voit dans son visage, ça se voit dans sa manière de sourire, ça se voit dans la manière dont elle vous regarde. Ouais. Et c'est ça qui Elle a un regard bienveillant. Et Marilyn, c'est quelqu'un qui peut avoir une fragilité immense. Et c'est de cette fragilité qu'elle tire sa force. C'est pour ça que c'est une très belle personne. Oui. C'est la force des faibles. Il y a une très belle nouvelle d'un auteur allemand qui s'appelle Anna Segers, qui s'appelle La force des faibles. D'accord. Et Marilyn, elle est tellement fragile, Marilyn, c'est comme
C'est un Tanagra. C'est quelqu'un de tellement pur, tellement... On peut se dire qu'on peut la casser. Et en fait, non. Elle résiste. Elle a une force de résistance inimaginable. Inimaginable. Et moi, j'ai vraiment... C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup... En dehors de l'amitié, mais quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Et en plus, moi, je suis une groupie de son travail en tant que réalisatrice. Oui. J'adore ce qu'elle fait. Oui. Et c'est justement parce qu'elle est ce qu'elle est qu'elle fait les films qu'elle fait. Il n'y a pas de mystère. Hein. Oui. C'est grâce à elle qu'on se voit aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est parce qu'elle m'a téléphoné. Oui, vous lui avez dit si tu l'as fait, je le fais. Ben, non, je lui ai dit si tu me dis qu'elle est bien, alors je le fais. Ça me touche énormément. C'est pas pareil. Je vais pas me mettre à pleurer. Non, mais bon. Je lui ai dit si tu me dis qu'elle est bien, alors je le fais. Voilà, parce que j'ai absolument confiance dans son jugement. Ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans ce sac? Ben, j'ai plus rien là. Ah oui. Bah alors. J'ai un parapluie rouge que m'a fait cadeau une amie. Okay. Un tout petit parapluie rouge. Et tiens, j'ai un voilà, comme ça, j'ai un flacon de vernis Dior, enfin de un petit produit de beauté quand même. Voilà. Est-ce que vous êtes produit de beauté, Ariane? Je suis pas tellement. Oui, je suis crème. Je suis beaucoup crème. Je peux essayer un nombre incalculable de crèmes. D'accord. J'essaye toutes les crèmes, je change tout le temps. Oui, ça c'est vrai. Voilà, ça c'est un de mes luxes. Vous aimez quoi comme crème? Les crèmes de jour, les crèmes de nuit, les crèmes pour le visage, les crèmes pour la peau. Alors des fois je suis hystérique, je fais ça d'une manière presque maladive et puis des fois j'oublie complètement me mettre de la crème. Voilà, c'est toujours un peu d'une manière anarchique, quoi. Voilà. Je sais pas. Vous n'avez pas des rituels? Pas celui-là, non. Pas celui-là, non. J'ai des rituels. Quand je joue au théâtre, oui, j'ai des rituels dans la manière dont les produits de maquillage sont placés sur ma table, les pinceaux, les eyeliners, les poudres. Oui, ça, il y a un rituel. Comment vous faites pour protéger votre peau alors en tant que comédienne? Parce que vous maquillez souvent, donc vous avez quelque chose pour vous protéger? Non, je mets une base clinique. Pour tout dire. J'ai mis une base clinique qui est Et vous ne maquillez pas trop le reste du temps? Je suis jamais maquillée. D'accord. Très peu. Je mets de l'anti-cerne, voilà. Non, oui, j'aime pas ça. Okay. C'est trop compliqué. D'accord. Dans la vie, je me maquille pour travailler ou je me maquille si je vais à une soirée de promotion, un machin comme ça, bien sûr. Ouais. Je me maquille, mais sinon, mais par contre, j'entretiens ma peau. Mais là aussi, ça c'est du luxe. Ce serait quoi la plus grande coquetterie alors pour vous? Pour moi? En beauté? Quels soins vous pourriez casser votre tirelire pour quels soins? Eh bien, en fait, c'est pas très juste parce que je vais vous dire, j'ai essayé des fois des produits qu'on dit très très chic. Ouais. Je ne les ai pas trouvés d'une efficacité incroyable, quoi. Alors, Monoprix. À Monoprix, il y a des trucs pas mal. Ouais, il faut chercher, il y a des trucs pas mal. Ça, c'est vrai. Moi, je suis assez fan de Monoprix. Ah bah, vous voyez. Ouais. J'aimais bien déambuler, rêvasser dans les rayons de Monoprix, Ouais, moi, je fais ça une fois par semaine, quand je fais mes courses. Et les cheveux? Alors là, les cheveux, ça, je dis merci à mon père, merci à ma mère. Je fais rien. Vous avez des beaux cheveux. Ouais. Oui, je fais une couleur. Oui, ça, je fais une couleur. Ouais, une couleur. Oui, Vous avez une coiffeuse en particulier? Ma coiffeuse à Montreuil. D'accord. Ma Jeannette, que j'adore. Ma Jeannette, d'accord. Et voilà, c'est tout. Non, je veux pas... À un moment donné, on m'a invité à aller chez un très grand coiffeur, dont je tairai le nom. Il était très gentil d'ailleurs, très très gentil. C'était très bien reçu, il n'y a vraiment aucun problème. Mais alors la population de son salon m'ennuyait tellement que... Vous me direz après qui c'est. Ouais. On fera le jeu de la devinette. C'est-à-dire, il y a des codes qui m'ennuient. Ah oui, Christophe Robin. C'est vraiment... ça m'ennuie. J'ai pas envie. Voilà. Le Star System alors, ça n'a jamais été votre truc? Mais le Star System, depuis la seule star
Enfin, il y a 2 stars en France. Hein. Il n'y en a que 2. Elles s'appellent Catherine Deneuve et Isabelle Huppert. Ouais. C'est tout. Bah, vous êtes quand même une star. Hein. Vous savez non, que... non, je ne suis pas une star. Ah, mais vous savez que vous êtes extrêmement aimée. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et les gens vous connaissent beaucoup. Et... Ça, c'est autre chose. Que les gens m'aiment bien et je les en remercierai non, jamais vous avez assez. une vraie... Les gens vous admirent. Bah, je ne sais pas, mais... Ah, si, je vous assure, il y a quelque chose de l'ordre de l'admiration. Oui, mais je ne suis pas une star. Une star, c'est pas ça. Une star, c'est quelqu'un qui est un peu quand même mystérieuse, quoi. Hein? C'est quelqu'un, on ne sait pas bien, c'est quelqu'un qui entretient une image et moi, je trouve qu'elles font ça magnifiquement bien, Catherine Deneuve et Isabelle Huppert. Je ne connais pas Catherine Deneuve, mais on s'est rencontrés plusieurs fois avec Isabelle Huppert, qui est une personne que j'aime bien, sincèrement. Oui. Vraiment, je l'aime bien. Et qui est une énorme travailleuse. Ouais, c'est une bosseuse. Hein. Bosseuse, mais... Je l'avais rencontrée il y a quelques années. J'ai un respect, mais total pour Isabelle Huppert. Total. C'est une immense actrice. Hein. C'est une très grande actrice. C'est une fille qui se jette dans des trucs... c'est pas toujours facile à faire. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Ouais. Et voilà, mais ça, c'est des stars. Elles sont connues dans le monde entier. Elles représentent véritablement la France. C'est-à-dire que vous pouvez aller à New York, vous pouvez aller à Tokyo. Enfin, moi, effectivement, je suis allée à New York, je suis allée à Tokyo, je suis allée à Busan en Corée ou je suis allée en Amérique du Sud. On vous dit, ah, la France, bah, Isabelle Huppert et Catherine Deneuve. Voilà. C'est tout. Donc moi, je suis une comédienne qui a eu... Il y a Marius et Jeannette, elle était connue à l'étranger? Marius et Jeannette m'a fait faire le tour du monde et j'ai peur en avion. Alors, on va un peu... Et non, moi j'ai la chance de peut-être de représenter pour un public quelqu'un de normal et que peut-être ils arrivent un peu à se projeter. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, oui, de l'ordre de l'humanité, quoi. Voilà, en fait. Ils se projettent dans mes personnages et peut-être que s'ils me connaissaient dans la vie, ils se rendraient compte que je me suis beaucoup plus, comment dire, angoissée. Vous êtes soucieuse? Oui, je suis soucieuse. Oui. Bah, c'est par les temps qui courent, oui. Je suis soucieuse. Oui. Mais je suis toujours quelqu'un, effectivement, je suis quelqu'un qui a un petit vélo dans la tête, quoi. Voilà. Ouais. Je pédale beaucoup. Est-ce que vous faites de la méditation? Ah bah c'est marrant que vous me posiez cette question parce que je me suis dit que là, avec ce confinement-là, il allait falloir que je m'y mette un peu, quoi. Alors, je vais vous conseiller quelque chose. Ouais. C'est une application qui s'appelle Mind. Ah oui? Ouais. Et l'homme, c'est Martin Hillward. Ouais. Et le matin, à 8h, moi, je fais ça tous les matins à 8h, on apprend à respirer et à laisser passer les pensées. Ouais. Et à ne pas leur donner trop d'importance et à faire que, finalement, on traverse l'expérience. Ouais. Parce qu'il ne faut pas le fuir. Parfois, on a tendance à vouloir... là, en ce moment, on veut pas être là, quoi. Mais voilà, ça apprend à rentrer dedans, mais avec douceur. Et ça apprend la compassion, l'autocompassion et surtout à lâcher les pensées. Plus leur donner trop d'importance. C'est ça surtout moi qu'il faut que j'apprenne. Moi j'ai l'anxiété. Très bon professeur de yoga, mais là, encore une fois... Mais il ne fait pas Zoom, hein. Oui, mais moi j'ai horreur de faire ça. Oui, c'est ça. Je crois que vous n'aimez pas tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Non, ça je vous ai demandé de vous mettre sur Instagram, mais j'ai senti qu'il ne fallait pas insister. Non, j'ai un professeur de yoga que j'adore, qui est vraiment... J'ai enfin trouvé quelqu'un de remarquable. Et ça me fait un bien fou, mais vraiment un bien fou. Qu'est-ce que vous aimez comme style de yoga Écoutez, j'en sais rien. Lui, j'en sais rien, vous me posez des questions. Lui, je sais que c'est un monsieur qui a vraiment beaucoup... C'est connu quand même. Mais non, mais moi, je ne suis pas comme ça, vous voyez. Vous commencez. Parce qu'il y a vraiment plusieurs sortes de yoga, en fait. Eh bien oui, j'en sais rien. Je sais qu'il parle très bien, qu'il donne toutes les postures, le nom des postures et tout ça. Et puis, il est profondément généreux, profondément accueillant. Et puis voilà, quoi, on n'est pas là non plus, encore une fois. Vous savez, une fois, j'étais allée faire du yoga Bikram. Oui, je l'ai fait aussi. Cette espèce de champ de pièce à 40 degrés. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas. Où ça pue des pieds. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Et il y a des fous là-dedans qui essayent d'avoir la posture, qui essayent de...
C'est-à-dire tout le contraire de ce que pour moi doit être le yoga. J'y comprends rien, mais enfin, vous voyez, là, c'était une espèce de concours entre... Je me suis dit, non, 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 je suis sortie de là complètement épuisée d'être restée 1h30 à 40 degrés avec un prof, avec un micro qui vous balançait les trucs à fond la caisse. Je me suis dit, non, non, ça, c'est pas mon monde, quoi. Non, là, je suis avec un monsieur, ce cher Denis, qui est vraiment un mec génial, et qui fait que quand je sors de son cours, eh ben, la vie, ça n'a pas duré 2 jours, mais en tout cas, je passe une soirée absolument formidable, et le lendemain matin, je suis encore bien, quoi. Ouais. Et ça me permet d'avoir le souvenir pendant le reste de la semaine. Vous voyez, Okay. j'ai le souvenir. Et c'est pour ça que quand j'y reviens, voilà, ça m'a tenue, quoi, vraiment. Et donc, je suis très, très malheureuse, là, de ne pas pouvoir le faire. Alors donc, je m'étais dit que j'allais faire de la méditation Ouais. pour essayer de... Il suffit d'un téléphone que vous n'aviez pas dans votre sac, ce qui est assez Ah oui, rare. c'est vrai, j'ai pas mon téléphone. Mais j'en ai un. Parce que généralement, il y a toujours un téléphone dans un sac. Si, non, j'en ai un et je suis quelqu'un qui téléphone. Hein. Non, attention, je suis quelqu'un qui téléphone. Ouais. Et même des fois, on me le reproche. C'est-à-dire que je ne sais pas, c'est difficile pour moi de ne pas répondre au téléphone quand le téléphone sonne. Voilà. Ok. Voilà. Il y a des gens, je vois, hein, il y a des gens, ils ne répondent pas. Moi, je dois avoir des réflexes de personnes nées au siècle dernier, c'est-à-dire le téléphone sonne, on décroche. Vous voyez ? Oui. C'est comme ça. Alors j'essaie d'apprendre. Alors on me dit, ah mais non, mais c'est un numéro, tu le connais pas ce numéro. Je dis, bah non, bah réponds pas. S'ils veulent, ils laisseront un message. Ouais. Vous voyez, toutes ces choses-là, je n'entretiens aucun... Non, j'entretiens aucun mystère. Vous me téléphonez, la plupart du temps, je vous réponds. Alors, est-ce que vous êtes nostalgique déjà, Oui. en règle générale? Oui. Oui. Est-ce que ça vous manque les téléphones fixes avec les répondeurs et les cassettes? Je vais aller plus loin. Moi, ce qui me manque, c'est les téléphones en bakélite. Ah oui. Donc, vous voyez. Okay. Parce que quand j'étais enfant, il n'y avait pas de téléphone chez moi. Donc, j'allais chez la marchande de journaux. D'accord. Pour téléphoner. On payait et on pouvait téléphoner. Et c'était un téléphone en bakélite au milieu de tas de vieux journaux ou magazines. Et je me rappelle, la première fois que j'ai téléphoné, je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas. On me parlait, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Et aujourd'hui, les enfants... Et la première fois que j'ai téléphoné, j'avais 8 ans. D'accord. Et les enfants de 8 ans aujourd'hui, c'est un truc que ça n'existe pas, quoi, de ne pas savoir, de ne pas comprendre ce qu'on dit au téléphone. Oui. Donc, je ne suis pas du tout contre le progrès. Je dis juste que, en même temps que le progrès, en même temps que les innovations, il faut qu'il y ait toujours le lien et il faut qu'il y ait toujours de l'humain. Et que les innovations qui puissent arriver nous apportent au contraire la meilleure manière de communiquer entre soi, Oui. de se connaître encore mieux. Avant, quand j'étais enfant, le temps ne se gérait pas du tout de la même manière. Il était moins rapide, on voyageait moins. Alors justement, ce temps moins rapide, le confinement nous aide à rentrer dans quelque chose où on ralentit en fait d'un seul Oui, coup. bien sûr, on ralentit. Mais simplement, là, nous sommes en début de confinement. Le ralentissement, c'est un peu, on freine un peu sec. Vous voyez. Ça. Peut-être que dans 3 semaines, on dira. Moi, si vous voulez, par exemple, à la fin du premier confinement, je me suis dit, oh là là, j'ai peur. Ouais. J'ai peur de retourner dans le temps que nous vivons tout le temps depuis, il paraît depuis que 40 ans. c'était plus compliqué le déconfinement. Le déconfinement était très compliqué. Le confinement. Le déconfinement. Mais le déconfinement sera toujours plus compliqué. Ouais. Toujours. Il y a des horloges biologiques, enfin, en même temps, en plus, vous voyez. Il y a un moment donné où le corps ou l'esprit se met à un rythme. Ouais. Et d'un coup, pouf, vous le jetez dehors et il dit, allez, vas-y, recommence. Ouais. Bah non, ça, c'est Non, pas non, possible. Ouais. C'est pour ça que les gens qui croient qu'ils peuvent vivre tout seuls, qu'ils peuvent faire les choses tout seuls, que pour eux, ça ira toujours, qu'il n'y a pas de problème, qu'ils s'en sortiront, eh bien, c'est pas vrai. Parce qu'ils vivent avec ceux qui les entourent,
les hommes, les femmes, et aussi la ville, ou la campagne, ou les voitures, ou je ne sais quoi. On ne vit pas tout seul. Ça fait 40 ans qu'on nous chante l'hymne de l'individualisme. Ouais. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est incroyable de pas... C'est-à-dire que si vous voulez, ce qui est en train de se passer là avec cette pandémie, c'est un peu ça qu'on est en train de toucher du doigt. On nous demande d'un coup d'être super collectif, de penser les uns aux autres. Ça fait 40 ans qu'on vous dit marchez sur la tête de l'autre si vous voulez arriver. Ouais. Et là d'un coup on nous dit mais non, pensez à votre prochain, pensez à votre voisin. Ouais. Il y a 40 ans qu'on explique à des mômes, à des gens qui ont aujourd'hui 40 ans que non, si tu veux arriver dans la vie, vas-y, débrouille-toi tout seul, tu t'en fous. Surtout, il se passe quelque chose dans la rue, n'ouvre pas ta porte, mais non, laisse-les se débrouiller tout seul dans la rue, tu t'en fous, pense à toi, fais attention à toi. Et là d'un coup, on te dit, mais enfin, vous n'êtes pas des citoyens? Comment ça se fait que vous ne pensez pas à l'autre? Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué, c'est une gymnastique un peu compliquée à faire dans sa tête. Cette maladie, est-ce que vous croyez qu'elle nous apprend quelque chose dans le sens positif? Hein, vous la connaissez cette fameuse phrase, ce qui ne tue pas rend plus fort. Oui. Voilà, j'ai que ça à dire. Oui. En espérant que le moins de gens possible meurent. Bien sûr. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Je crois qu'on va s'arrêter là. Mais bien sûr, c'est très bien. Est-ce que vous avez autre chose à me raconter? Non, la seule chose que j'ai à dire, et c'est pas une phrase en l'air, parce qu'on la dit beaucoup en ce moment, mais il ne faut pas la dire qu'en ce moment. Prenez soin de vous. Prenez soin de nous. C'est tout. Comment est-ce qu'on prend soin de soi, fondamentalement? En pensant que chaque être humain est unique, car c'est le cas, et en pensant que chaque être humain peut apporter quelque chose à la collectivité. C'est tout. À bientôt, Ariane. À bientôt. Avec ma main un peu... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah rien, je crois que je me suis fait une entorse au pouce. D'accord. C'est rien. Ok. Bon, à bientôt. À bientôt avec cette main-là.